Merci de m'avoir invité. Euh, je dois dire que je suis un petit peu troublé, voilà, parce que c'est très difficile de faire une intervention après un maître d'ouvrage, après un confrère, euh, et de réussir à garder ces idées bien regroupées. Je ne voudrais pas lire des notes, je ne vais pas commenter des images, euh, mais je vais quand même essayer de répondre à une question que vous ne manquez pas de vous poser, puisque vous attendez des réponses à ce qu'on a appelé à plusieurs reprises la question du logement. Or, je crois qu'il n'y a pas de question du logement. Il y a un livre qui s'appelle La question du logement de Hegel, mais il n'y a pas. Il y a un vrai problème, mais il y a des milliers de questions autour du logement. Et tant qu'on essaiera de résoudre la question du logement, on n'arrivera à rien. Ça, c'est un point de vue. Et c'est un point de vue que je voudrais essayer de développer. Et je le développerai de la manière suivante, en disant, dans le fond, on a commencé en disant il faut construire 500 000 logements par an. Ça paraît énorme. Et c'est énorme. Le problème, c'est que en 1966, dans son rapport pour le 5e plan, c'était Massé qui disait il va falloir construire 500 000 logements par an. On l'a fait d'ailleurs à une époque. Alors on a invoqué l'urgence, on les a fait. Et depuis 1900, les années 60, on n'arrête pas d'invoquer l'urgence. On n'arrête pas de dire il va falloir, il faut faire 500 000 logements par an. J'étais encore étudiant. À cette époque-là, je me demandais comment on allait les construire, où est-ce qu'on allait les construire, et qui allait les construire. Et évidemment, ça m'intéressait. Donc on s'est posé plein de questions. Il se trouve que j'avais des associés et que nous avions une passion pour le Maroc. Or au Maroc, on avait en 30 ans construit une quinzaine de villes nouvelles. Alors bien sûr, il y a Casablanca, mais il y a Fès, Meknès, Marrakech, Kenitra. Toutes ces villes ont une ville nouvelle. On a su faire des villes. Et il se trouve qu'en 1960, en France, on ne savait plus faire une ville. J'ai commencé ma carrière en travaillant à l'Institut d'urbanisme de la région, à l'époque on disait parisienne, IERP, en travaillant dans les villes nouvelles. Et je peux vous garantir que de villes, on ne savait pas de quoi on parlait. Le paradoxe qu'on a découvert très vite, c'est que alors qu'on essayait de voir comment dessiner des villes, on s'est très vite rendu compte de ce que les futurs habitants venaient là parce qu'ils étaient à la campagne. Et que donc essayer de faire de l'urbain n'était pas du tout la réponse à la question qu'eux-mêmes se posaient. Ça ne marchait pas. Et ça ne marche toujours pas. Alors pourquoi? Bon, si je me pose cette question, vous imaginez bien que j'ai un début de réponse. Et que la réponse que j'apporte, c'est qu'il y a un contresens dès le début. Vous avez dit, dès le début de votre intervention, que les rapports entre l'architecte et le maître d'ouvrage étaient biaisés, car l'architecte voulait avoir un interlocuteur unique, il avait l'habitude d'avoir un prince en face de lui pour faire un palais. C'est ce que vous avez dit. Et que, évidemment, il avait non plus un prince, mais un maître d'ouvrage. Quand même, je ferais bien volontiers de vous un prince. Mais il n'avait pas les utilisateurs finaux qui passaient par vous. Et vous avez donné, originé d'une certaine manière, si je peux utiliser cette expression, le problème là. Et vous aviez raison. Sauf que l'architecte, la seule chose qu'il apprenne à faire, et c'était la grande critique que faisait Le Corbusier à l'école des Beaux-Arts. Le Corbusier se moquait de l'école des Beaux-Arts en disant « ils n'apprennent même pas à faire une maison. Ils n'apprennent qu'à faire des monuments, des palais. » Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire des établissements, mais monuments, ça s'origine dans la mort et pas dans la vie. Donc ils n'apprennent pas à faire des établissements qui vont recevoir de la vie. Et ça, c'est l'origine, c'est la grande difficulté qu'il va falloir enfin un jour apprendre à surmonter. Ne pas faire des endroits qui sont simplement magnifiques parce que monumentaux. Mais au contraire, dans lesquels, et là, tout l'urbanisme est en question. Il n'y a pas que les problèmes de financement, il n'y a pas que les problèmes de construction, il n'y a pas que les problèmes d'économie. Toute la chaîne est en question, y compris les habitants eux-mêmes. Car lorsque, enfin, on réussit dans une opération de logement à faire 190 maisons individuelles, j'ai fait plusieurs milliers de logements. 190 maisons individuelles, ça m'a affolé à l'époque. Et je me suis dit, ça m'affole toujours. Et on a cherché à faire plusieurs types de maisons différentes. On a fait un plan de coloration. On avait des types de fenêtres différentes, des percements. On a cherché à faire en sorte que les volets ne soient pas nécessairement de la même couleur que la porte, puisque dans l'architecture vernaculaire, pas normande, mais bretonne, que je connais mieux, les pêcheurs, en revenant, avaient des pots de peinture et, dans le fond, ce qui faisait le charme de ces maisons, c'était précisément un travail sur la polychromie. Imaginez-vous que quand les peintres ont commencé à appliquer le plan de coloration qui avait été validé par les élus, qui avait été vu par l'architecte des bâtiments de France, on était quand même autour d'un petit château. Les futurs habitants sont arrivés en disant il n'en est pas question, on veut la couleur des témoins. Et on a tout repeint pour que ce soit gris et vieux rose. Terminé. C'est dire que les responsabilités sont largement partagées. Ils n'avaient pas complètement tort, on comprend pourquoi, mais on comprend aussi que la monotonie, c'est une catastrophe et c'est ce vers quoi on va en permanence. Vous disiez, Ford, cette fameuse phrase, chacun aura la couleur qu'il souhaite pourvu qu'elle soit noire. Bon, évidemment. Et donc, cette phrase est très importante. Il y a deux phrases magnifiques qui sont celle de Ford et celle d'Adolphe Loos. C'est le décor est un crime. Ça, c'est terrible, parce que c'est 50 ans d'architecture perdue sur ces deux phrases. Ford, parce que c'est l'industriel par excellence et que les architectes et les maîtres d'ouvrage avec eux ont voulu pendant 50 ans faire semblant de faire de l'industrialisation. Vous savez, les maisons que vous nous avez montrées de Benotto, elles sont complètement idiotes. C'est invraisemblable que 30 ans après, parce que moi j'ai travaillé sur du tridimensionnel, avec les charbonnages de France, et on a calé sur quoi ? Sur le transport, sur le coût du transport, on transporte du vide. Il y a des choses très intelligentes à faire en industrialisation, qui sont des panneaux extrêmement élaborés, mais on peut mettre 3 maisons sur un camion et non pas simplement une cellule. Il faut 4 camions pour une maison. Non. Tant qu'on aura cette représentation de la répétition, de l'idée de la cellule. Et alors, je vais dire une chose tout de suite, parce que c'est quand même fantastique. Vous avez compris que je vais essayer d'être bref, ne vous inquiétez pas. J'avais une demi-heure, mais je ne tiendrai pas une demi-heure. D'abord parce que j'ai soif, il faut que je m'arrête. Mais en arrivant ici, il y a une chose qui me frappe. Est-ce que quelqu'un va me dire ce qui est devant la porte ? Sauf Géraldine. Qu'est-ce qu'il y a devant la porte ? Un quoi ? Un conteneur. Et ça, c'est incroyable. Je déteste les conteneurs. Je déteste l'idée qu'on puisse faire habiter des gens dans des clapiers, qu'on puisse réussir encore à penser qu'ils vont habiter dans des boîtes et faire démarrer une réflexion à partir de conteneurs fabriqués en Corée qu'on envoie sur des bateaux qui vont venir ici pour rouiller. Donc c'est inimaginable. C'est l'aberration complète. J'ai même réfléchi à la question puisque vous savez qu'il va y avoir un TGV
portant uniquement des conteneurs, partant de Chengdu jusqu'à... ils nous ont dit jusqu'au Havre, mais enfin je pense que ça s'arrêtera un petit peu avant. Et je me suis dit, mais alors s'ils arrivent avec des conteneurs remplis, il va bien y avoir un moment où ces conteneurs, nous n'avons rien à leur renvoyer, il va falloir en faire quelque chose. Ben, je ne sais pas, si quelqu'un a une idée, on va se trouver avec des milliers de conteneurs à la porte de chez nous, sans savoir ce qu'on va en faire. Donc hein, peut-être qu'on en fera des maisons, mais pas moi. Pas moi. Non, non, mais même pas. C'est absurde. Mais oui, mais c'est idiot. C'est absurde parce que c'est une fois encore oublier qu'il y a des réseaux, qu'il y a des fondations, que les conteneurs ils tiennent pas tout seuls et que la plateforme dont vous avez parlé, eh ben il va bien falloir la faire et qu'elle compte pour une part non négligeable du prix de l'ensemble des logements. Voilà. Alors, partant de là, j'ai, vous l'avez compris, une certaine réticence à rentrer dans le jeu du logement par la répétition. Et donc, pendant des années, ma préoccupation a été celle de travailler sur comment on peut produire de la diversité. Quels sont les mécanismes qui vont faire que, en fonction des différentes situations, eh bien, on n'aura pas une esthétique unique, mais que, à chaque fois, on sera renvoyé à des esthétiques différentes. Et puis, cette problématique, je l'ai développée, mais à un moment donné, ça commence à être un petit peu usant. On se dit, tiens, ben, le logement, est-ce qu'on est allé au bout? Et là, se pose une question. Dans les années 94, on est en pleine crise, et les maîtres d'ouvrage disent, mais attention, nos locataires ne peuvent plus accéder au logement social. Ils n'ont plus les moyens d'y accéder. Donc, la réponse, elle est simple, on réduit la surface. C'est pour ça que je suis aussi sensible au problème de surface. On a fait à une époque des 3 pièces de 65, 67, 70 mètres carrés. Il fallait aussi payer le loyer correspondant. Il n'y a pas de miracle. Mais à partir du moment où on déclare qu'on va faire des 3 pièces en dessous de 60 mètres carrés, on va au-devant de très grandes difficultés. Ces difficultés, les pays de l'Est les ont. Les pays de l'Est qui ont fait des logements qui étaient très petits. Et le niveau de vie s'élevant, ils se sont posé la question de savoir ce qu'ils pouvaient faire de ces logements. Et travaillant en plan construction, il y a une quinzaine d'années, je me suis trouvé devant ces logements dont, effectivement, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que de les casser et d'en faire d'autres. Parce qu'ils avaient été petits. À partir de là, je me suis dit, mais alors, voyons, si c'est comme ça que ça se présente, est-ce qu'on ne peut pas essayer de travailler sur les 65 mètres carrés et au lieu d'en faire un 3 pièces, en faire un 4 pièces, un 5 pièces, voir comment est-ce qu'on peut utiliser les potentiels de divisibilité d'un espace pour lui donner précisément ce que tu appelais les qualités de cet espace. Les qualités, c'est quoi? C'est pouvoir avoir à la fois des appropriations et des usages différents. Or, on est rattrapé par une chose très importante. Vous avez compris que j'étais passé de l'extérieur, de la diversité, de la différence, à l'intérieur, qui va m'amener à dire quelles sont les conditions de l'appropriation du logement et quelles sont les conditions de différenciation des espaces à l'intérieur. Alors très vite, on en arrive à une analyse. C'est que l'archétype du logement social classique, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a 40% en gros de 3 pièces et les 3 pièces font en gros 65 mètres carrés. Entre 60 et 65 mètres carrés. À partir du moment où on est là-dessus, on cherche les archétypes. Et généralement, l'archétype qui marche le mieux, il est traversant. Et traversant fait sur une trame qui est au départ une trame de 5 mètres 40. 5 mètres 40, on nous a expliqué que c'était parce que les stationnements pouvaient être on pouvait faire 2 parkings dans 5 mètres 40, c'était formidable. Donc on voit la relation entre le stationnement et le logement. Mais en réalité, ça se construit de la manière suivante. On fait 2 pièces d'un côté, et puis le séjour avec la salle à manger de l'autre. Ça donne quoi? Ça donne une réflexion qui est la suivante. C'est que on a 2 fois 2,70, 5,40. 3,60, c'est la dimension minimum
pour un séjour minimum, et puis on rajoute 1,80 m pour une cuisine. Et ça donne 10,80 m. Si on voulait rajouter une quatrième pièce, quelle serait la condition arithmétique pour que ça puisse se faire? Alors je sais qu'à cette heure-ci, c'est un peu compliqué de solliciter votre réflexion, mais pour poser cette question, il faut se dire dans le fond, quelle est la taille, non plus la surface, mais la largeur minimum acceptable pour une chambre. La largeur minimale, elle est d'une porte, 90 cm, 80 cm, et puis un lit à côté, ça fait encore 90 cm. Ça veut dire 1,80 m. C'est génial, on est dans le modulor, il n'y a qu'à mettre 1,83 m, et on a rejoint le Corbusier. Vous avez compris à quoi peut servir le modulor? Eh bien, à ça, voilà. 1,83 m, c'est en plus l'homme idéal, formidable. À partir de là, on verra bien quelle est la surface, mais on se dit, mais aujourd'hui, avec la norme handicapée, on ne peut plus faire de chambre de 2,70 m, le minimum c'est 3,10 m. Donc imaginons simplement qu'au lieu de mettre 3,10 m, on mette une chambre de 3,80 m. Mais cette chambre de 3,80 m, la condition qu'il va falloir lui rajouter, c'est de mettre une fenêtre, et à ce moment-là, elle est divisible en deux chambres d'1,80 m. Si c'est vrai, ça fonctionne encore en rajoutant une condition. C'est que on ne soit pas traversant, c'est-à-dire qu'on n'ait pas on dit 10,80 m plus 90 cm, ça fait donc 11,70 m. Si on divise 11,70 m en deux, on n'a toujours pas les conditions pour avoir une pièce de plus. Il faut donc qu'on soit mono-orienté. Si on accepte l'idée de cette mono-orientation, qu'est-ce que ça donne? Et à partir de là, on découvre qu'on a une variation extrêmement importante de la partition à l'intérieur. Quel est l'intérêt qu'il pourrait y avoir à rajouter une pièce à un logement et une pièce qui n'aurait que 1,80 m de large, mais qui peut faire 8 mètres ou 9 mètres de 9 mètres carrés? Eh bien précisément, c'est le fait de pouvoir avoir encore des enfants un peu grands qui soient dans une pièce, avoir la possibilité d'avoir un garçon et une fille qui soient complètement indépendants, avoir la possibilité d'avoir un espace pour écouter de la musique, un bureau, recevoir une personne de la famille qui viendrait de temps en temps. Autrement dit, on est en train de voir comment cette variation serait de nature à apporter une réponse à l'évolution de la famille, à l'évolution de la société. Alors évidemment, vous allez me dire, mais il y a une chose qui est inacceptable, c'est que ce soit mono-orienté. Et donc, on se pose la question de quelles sont les conditions pour que le dispositif puisse fonctionner en ayant une double orientation. Et c'est ce qui est présenté dans le livre que Frédéric a édité. Autrement dit, on peut non seulement faire varier dans une surface de 65 mètres carrés mono-orientée, mais on sait aussi le faire dans une surface de 65 mètres carrés en double orientation. Ce sont les dessins qui, je ne sais pas s'ils sont passés, pourront passer. Ce que je veux dire là, c'est que en reprenant complètement l'organisation du logement, on se trouve à poser non plus la question du logement, mais le problème du logement avec la question de l'entrée, la question de la cuisine. Le nombre de maîtres d'ouvrage qui m'ont dit on ne peut pas avoir une cuisine ouverte, il faut impérativement avoir une cuisine fermée. Quand on a un 3 pièces avec des espaces extrêmement contraints et qu'on veut avoir ce qu'on appelait tout à l'heure un foyer, une demeure, un lieu dans lequel l'ensemble de la famille puisse se retrouver, eh ben c'est pas en ayant une cuisine fermée dans un coin qu'on réussira à le faire. Mais autre question, toujours sur l'organisation du logement, c'est l'organisation de la salle de bain. Aujourd'hui, avec les normes handicapées, c'est pratiquement impossible. Une salle de bain, le deuxième WC, la douche, avec les surfaces qui sont nées. Et donc,
La disposition que j'ai proposée dans ce petit travail que j'ai appelé 765, c'est-à-dire au moins 7 solutions possibles sur une surface de 65 mètres carrés, avec une seule gaine, avec une seule VMC sans faux plafond partout, et en étant uniquement à plat, la solution que j'apporte, c'est effectivement, il faut accepter l'idée qu'on vit avec des représentations, mais qu'on ne vit pas les représentations que l'on a. Je ne sais pas, il y a certainement des gens parmi vous qui prennent des bains. Moi, j'ai 2 baignoires chez moi, j'ai 3 salles d'eau, et je ne prends pratiquement jamais de bain. Les derniers bains que j'ai pris, c'était à Varna. Oui. Je ne prends pas de bain. Voilà. Alors je connais la réponse, c'est ah oui, mais les enfants. Eh ben oui, mais les enfants, ça dure un temps. On peut avoir ce qu'on appelait un tub, hein, et simplement, il y a toutes sortes de dispositions aujourd'hui. Si on veut faire évoluer l'organisation du logement, si on veut voir comment on peut mettre en rapport la réalité de la vie et la manière dont on se la représente, il faut quitter un certain nombre de schémas. Beaucoup de maîtres d'ouvrage ont accepté l'idée de ne plus avoir une entrée. Évidemment, il y a aujourd'hui un interphone qui fait que l'entrée telle qu'elle était dans l'appartement bourgeois du 19e siècle n'a pratiquement plus de sens. Mais je vous assure que la salle de bain peut être avantageusement remplacée par 2 salles de douche dans une surface moindre, et que les distributions peuvent être réduites à leur plus simple expression. C'est un petit peu la démonstration que je voulais faire dans les dessins qui sont passés très rapidement et sur lesquels je n'ai pas voulu m'appesantir, mais si certains d'entre vous souhaitent en savoir plus, ils ont le livre à leur disposition, et moi-même je suis prêt à répondre à toutes les questions. Voilà, pour le reste, vous avez vu défiler quelques images qui représentent une partie de mon travail. Merci Alain. C'est toi, garde le micro.